Chers donateurs, chères donatrices, chers partisans, chers internautes, bonjour. À la suite de mon intervention que j'ai pu faire sur l'émission Le Supplément, proposée par Canal+ et Alibadou, il me semble maintenant aujourd'hui important, puisqu'il est sujet d'une polémique grandissante sur Internet, d'intervenir, d'expliquer, de rentrer dans les détails et d'expliquer avec un temps qui n'est pas bien évidemment imparti et de rentrer en profondeur sur un sujet assez délicat, assez épineux, un sujet qui a valu un temps assez considérable au gouvernement et en l'occurrence à la ministre de l'Éducation qui était présente à ce moment-là sur le plateau de télévision pour expliquer son plan, expliquer le contexte, expliquer le phénomène, expliquer la radicalisation, la déradicalisation. Donc vous comprendrez en fait que ça mérite beaucoup de temps et ça mérite de rentrer en profondeur et que des sujets aussi sérieux ne peuvent pas être je ne peux pas répondre à des questions simplement par oui et non, sachant que nous sommes une grosse structure et que nous avons des enjeux à défendre en Syrie et que nous avons aussi une sécurité à garantir et que nous avons aussi une pédagogie à garantir avec cette jeunesse, une jeunesse qui actuellement, le gouvernement l'a constaté, et beaucoup de personnes ne cessent de le constater, une jeunesse qui est de plus en plus frustrée. Tout d'abord, je tiens bien évidemment à recadrer les choses, à expliquer que je parle en mon nom. Je ne suis en aucun cas le représentant des musulmans ou d'un groupe. Je vais parler en mon nom personnel, je ne vais pas parler... Je pourrais parler au nom de l'organisation humanitaire Baraka City pour expliquer sa position concernant l'État islamique, sa position concernant des exactions qui sont commises, et puis bien évidemment après je vais rentrer en profondeur et puis balayer ce qui à l'heure d'aujourd'hui est sujet à un certain nombre de controverses et puis des polémiques sur Internet, sur des serrages de main, sur mes convictions personnelles ou des choses qui sont plus ce que je considère comme risibles que nuisibles. Pour cela, il est important déjà de rappeler que, comme vous le savez, nous avons un humanitaire qui est actuellement incarcéré, qui a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions humanitaires et qui a besoin d'un soutien, un soutien considérable, un soutien qui a été à un moment donné populaire sur Internet et qui nous a permis en tout cas de collecter plus de 430 000 signatures, qui nous a permis d'interpeller l'opinion publique et donc qui nous a permis d'interpeller des politiques, des élus, et afin d'exiger une libération immédiate et inconditionnelle d'un humanitaire qui a été arrêté, je parle de Moussa, qui a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il devait plaider pour les Rohingyas, faire une audit de la situation sur le terrain, plaider pour les Rohingyas, une communauté persécutée depuis plusieurs années, apatride, victime de violences, victime de décisions arbitraires, victime d'un rejet d'un gouvernement, d'une junte militaire, d'une Birmanie qui n'accepte pas une ethnie sur son territoire et qui est aussi malheureusement rejetée en Thaïlande, rejetée au Bangladesh, le pays où Moussa s'est rendu et où Moussa a essayé de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre l'exode de ces Rohingyas, de ces 200 000 personnes qui ont essayé de fuir les violences. Et malheureusement, ça lui a valu une incarcération qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous essayons de plaider, malgré les controverses et malgré ce malheureux sujet qui a été mis en avant. Mais que je vais expliquer de manière très claire et sur lequel ma position, je pense, avec le temps, si vous me le permettez, que je vais m'accorder, sera une position en tout cas qui, je l'espère en tout cas, sera très explicite pour les personnes qui vont suivre cette vidéo. Valentine Auberti, qui est la journaliste de Canal+, nous propose de faire une émission et donc nous interpelle le comité de soutien et interpelle un certain nombre de personnes pour nous expliquer que la cause de Moussa est importante, qu'il faut absolument la médiatiser et qu'elle veut absolument médiatiser les actions de défense que nous faisons, que nous entreprenions pour pouvoir défendre Moussa,
et pour essayer de plaider sa cause. Ce qui serait peut-être bien, ça serait qu'on fasse peut-être une prise de vue avec Salah qui lui a voyagé personnellement avec Moussa. Donc là vous pourrez avoir en même temps plus de contenu sur Moussa, il était qui, comment on voyage et tout, etc. Et en même temps, les Rohingyas, et après moi je peux peut-être éventuellement intervenir sur la Tweetstorm, le pourquoi du comment, et pourquoi on a eu cette communication que... Style. Ouais, je sais pas trop. Et j'ai été interpellé sur le plateau TV alors que le sujet était Moussa et sa libération, et je pensais qu'il était beaucoup plus important de parler et de mettre la lumière sur un humanitaire qui a été arrêté et qui a perdu près de 10 kilos. Un mois après son incarcération, on me pose la question et on me sonde, puisqu'apparemment les actions humanitaires que j'ai commanditées ne suffisent pas à convaincre ces chroniqueurs sur mes intentions et sur ma volonté de penser les blessures de ce monde. Ah mais de toute façon, ce qui compte, c'est évidemment le sort de Moussa et sa libération et la mobilisation autour de lui. Voilà. Il y a ensuite l'association Baraka City. Et pour le coup, c'est vrai que on a vu que votre association, vous le disiez à Valentine, a été perquisitionnée dans le cadre de l'état d'urgence, qu'on vous a régulièrement soupçonné d'être proche de la mouvance islamiste radicale. Vous-même, vous êtes fiché S. Qui sont vos généreux donateurs pour le coup? Vous vous présentez comme musulman orthodoxe. Vous serrez la main aux femmes, par exemple? Vous ne condamnez pas l'État islamique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous condamnez l'État islamique clairement ou pas? Est-ce que vous condamnez les agissements de l'État islamique? Un chroniqueur Asdin me reprend et me dit « Mais monsieur Siamedi, la question est simple. Oui ou non, condamnez-vous l'État islamique ?» Un petit peu gêné, comme si j'étais face à un magistrat, je dois répondre par l'affirmatif et je dois dire oui, je condamne, alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus délicats et que même la ministre de l'Éducation ne s'est pas permis de s'exprimer d'une manière aussi simpliste sur une question aussi délicate et qui ne cesse bien évidemment de créer des conflits et un chaos dans le monde. Il y a, je tiens à le préciser en tout cas, des nombreux passages qui ont été coupés au montage et sur le plateau. J'explique que nous usions d'une certaine pédagogie et qu'il faut bien évidemment avoir une certaine délicatesse, une certaine finesse pour essayer de développer le sujet de la même manière qu'a pu le faire Najed Vallaud-Belkacem, puisque nous étions, et je ne le savais pas, je l'avais découvert dans les loges, sur un fil conducteur qui était sur le thème de la déradicalisation. Alors j'explique que bien évidemment, comme j'essaye de le faire, et vous m'excuserez bien évidemment à toutes les personnes qui aiment cette organisation ou à toutes les personnes qui ont pu croire que j'avais une position qui était plus ou moins ambiguë sur la question. Je tente d'expliquer que nous essayons d'entamer un dialogue avec la jeunesse, bien que ce n'est pas le rôle de notre organisation, mais nous espérons en tout cas, et nous aspirons à être une plus-value, et essayer de jouer un rôle majeur, parce que malgré nous, nous sommes un acteur important de la communauté, et donc nous avons un rôle très important, et nous devons expliquer à cette jeunesse que nous avons, comme je l'ai rappelé, des alternatives qui sont humanitaires et qui sont pacifiques, donc qui sont à l'opposé, je dis bien à l'opposé des actions qui sont bien évidemment violentes. Ça c'est sûr, on peut suivre. Ok, d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit on ne fait pas les zones liées à Al-Qaïda, c'est ça que vous avez dit? En fait, ouais, c'est... Du côté Idlib, c'est la fameuse, comment ils appellent ici, le front Nosra. Donc, alors, au lieu qu'on nous colle encore l'étiquette de dire oui, vous avez été aidé là où il y avait Jabhat al-Nusra, c'est des terroristes, donc nous, bah... C'est la directive qui a été donnée, c'est que pour des raisons de transparence et pour pas qu'on puisse avoir une étiquette ou pour pas qu'on puisse nous dire ah, ils sont bizarres, ils sont ambigus, on n'opère pas à Idlib, même s'il y a 200 000 réfugiés. On n'opère pas dans les zones, toute la partie, c'est quoi? C'est Est, là où il y a Raqqa et tout, etc. Oh, oui, ça c'est la partie Est. Toute cette zone-là, tant déjà pour nous, pour des raisons de sécurité, on n'y opère pas. Et tant aussi pour des raisons de... Parce que là-bas, la sécurité, elle est beaucoup plus dangereuse. On ne sait pas comment ça pourrait se passer. Est-ce qu'on va se faire kidnapper ou pas, ou on ne sait pas du tout. Donc du coup, toute cette zone-là, qui est contrôlée par Daesh et tout, ben, on va pas la faire. Et la zone, paradoxe de l'histoire, qui est où il y a Jaysh ul-Fath, c'est-à-dire là où il y a Nusra, là où il y a il y a un peu de tout, il y a un petit peu de tout, je crois même qu'il y a un petit peu de l'armée libre,
ben on ne le fera pas pour éviter que ça soit... On l'amalgame. C'est un bourbier la Syrie en tout cas. On m'appelle à une condamnation, à une frustration, à bien évidemment une idéologie que l'organisation et ni même moi-même je ne partage pas, mais que je dois expliquer puisque la question est binaire. Elle n'est pas de savoir, monsieur, est-ce que vous pensez, mais est-ce que vous condamnez ? Je l'explique et ça a été coupé au montage. Je ne suis pas un guerrier. Nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des rescapés de la guerre. Nous racontons la guerre à ces jeunes. Nous leur expliquons les dangers de la guerre. Et ensuite, mon travail et le travail de l'organisation humanitaire, c'est de penser les blessures de la guerre. C'est mon travail, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est ce qui a été coupé, bien évidemment. Alors donc comprenez, s'il vous plaît, bien évidemment, que je suis, si je peux me permettre le terme, dans un véritable bourbier. Puisque l'État islamique n'est pas un gouvernement, j'entends par là qu'il n'y a aucune connexion diplomatique qui nous permettra, si nous sommes vulnérables ou si il y a une personne de Baraka City ou un des humanitaires de Baraka City qui serait détenu par ce groupe-là, il ne serait pas possible que la France puisse intercéder en notre faveur et puis exiger à ce groupe-là, à ce que l'État islamique puisse libérer notre humanitaire. Donc vraiment pour vous dire que les humanitaires là-bas sont vulnérables et on nous a poussé, je pense que c'est imprudent, indélicat, dangereux, irrespectueux, que de pouvoir ignorer ces paramètres. Il dit il faut se dépêcher parce qu'il y a un sniper ici, juste devant nous. Et être pris entre deux étaux, ceux du gouvernement qui pourraient mal interpréter ou ceux d'un grand public, d'un large public qui pourraient mal interpréter nos propos et qui pourraient mal interpréter nos enjeux, ignorer nos enjeux et donc croire que nous sommes des partisans de l'État islamique, une chose qui est absolument absurde et qui, je le rappelle et je ne cesse de le rappeler, nos actions humanitaires sont à l'opposé des actions qui sont violentes puisque notre travail est de penser les blessures de la guerre et non de jouer le rôle de guerrier. Vous l'aurez bien compris, si demain il nous arrive quelque chose, il sera vraiment très difficile de lancer une pétition pour demander à l'État islamique s'il pourrait relâcher notre détenu à cause d'un mot, à cause d'une condamnation ferme, claire, frontale face à une organisation qui a la capacité de nous toucher sur le terrain et de régler ce qu'elle jugera comme un contentieux avec nous sur le terrain et donc par la suite de nous cibler. Je ne pense pas que nos pétitions pourront changer quelque chose et exiger la libération d'un de nos humanitaires et j'en appelle bien évidemment à la responsabilité morale et j'ai appelé à la responsabilité morale par la suite de Valentino Berti à la suite de cette intervention pour lui dire qu'il était littéralement imprudent. Elle m'a bien évidemment rappelé et me dit pourquoi ne pas l'avoir expliqué. J'ai expliqué que j'ai été coupé, que j'étais dans une situation délicate qui nécessite beaucoup de profondeur et qui nécessite des explications, qui nécessite du dialogue, qui nécessite un temps qui n'est pas imparti, le même temps qui a été accordé à Najed Vallaud-Belkacem. Et donc je demande s'il vous plaît, essayez de comprendre que c'est une question qui est extrêmement délicate et que on me demande de désamorcer une bombe à retardement par une question aussi simpliste en déconnectant des fils et en mettant à mal tout le travail que nous avons essayé de construire. Et je pense à la suite de tout ce que j'ai expliqué, à la suite de plusieurs minutes qui m'ont permis d'étaler, d'expliquer, de rentrer en profondeur, que nos actions sont non violentes, que nous ne partageons bien évidemment pas la même idéologie, et de savoir qu'il serait aussi imprudent de venir sur des condamnations simplistes de la même manière qu'il serait imprudent de pousser Médecins sans frontières à condamner des exactions qui ont été commises par des pirates, par des milices armées en Somalie ou dans les territoires qui ne sont pas sous contrôle d'un gouvernement ou d'une autorité. Donc voilà, c'est ce que j'explique, c'est ce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'explique, c'est ma vérité, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Mais bien évidemment, si des journalistes m'invitent sur un plateau TV pour que je puisse expliquer une situation aussi délicate, il aurait été bien, puisque des experts, lorsqu'ils se permettent de parler sur la question, ou lorsque Manuel Valls se permet de parler sur une situation aussi sensible et aussi délicate, il ne répond pas par un oui ou un non furtif, il répond par des explications, par des propositions qui ne cessent d'échouer et que nous essayons bien évidemment de rattraper, qui font ricocher sur notre organisation, qui font ricocher sur l'organisation, sur la communauté musulmane. Donc il y a un impact considérable et on a été mis au devant de la scène, poussé face à une question qui est délicate ou plutôt je dirais indélicate. J'essaie de ne pas mettre à mal le travail que nous avons déjà commencé et qui a
été porteur de grandes réussites que nous avons essayé déjà d'entamer auprès d'un certain nombre de jeunes, auprès de certains quartiers, auprès de certaines personnes auxquelles des personnes qui nous suivent, des personnes qui ont un regard très attentif sur l'organisation, sur nos actions, sur ce que nous pensons, sur notre manière de voir l'humanitaire terrain, puisque nous faisons aussi un travail de reporter. Nous faisons aussi du militantisme. Nous militons pour les droits de l'homme en France, en Égypte, en Birmanie et bien évidemment en Syrie. Je pense qu'au vu de la complexité et au vu des enjeux qu'il y a et au vu de la crédibilité que nous espérons et que nous devons avoir au vu des échecs du gouvernement français, nous devons essayer au maximum d'essayer d'expliquer notre pédagogie à des gouvernants, puisqu'il y avait en face de moi la ministre de l'Éducation. Je dois expliquer à des chroniqueurs que nous essayons d'être les démineurs d'une bombe à retardement. Et donc avec les mots, avec ce que j'essaye de plaider, avec ce que j'essaye d'avancer, en disant que nous avons une pédagogie qui n'est bien évidemment pas la même que celle du gouvernement, puisque nous prenons des jeunes, nous leur proposons des alternatives d'accompagnement social. Je n'ai même pas le temps puisque je suis coupé, je suis repris sur la question, donc je suis centré sur la question. De la même raison, j'essaye d'expliquer que on ne pose pas la question et qu'il aurait été indélicat, en tout cas je le pense, qu'il aurait été indélicat de poser la question à des autres acteurs de la communauté ou des autres présidents d'associations, de savoir s'ils se prononcent sur des exactions ou par leur affiliation à leur religion, s'ils se prononcent sur des groupes qui se revendiquent aussi de cette même religion. Il y a tout un travail, il y a tout un processus, il y a toute une organisation derrière, il y a tout un tas de moyens d'action que nous avons essayé de mettre en œuvre, des moyens d'action qui sont... Des moyens d'action qui ont porté leurs fruits, des moyens d'action qui ont montré des choses extraordinaires sur le terrain, puisqu'on a accompagné des jeunes, on a accompagné des personnes qui, à un moment donné, étaient frustrées de voir une France qui ne les comprenait pas, frustrées de voir des jeunes, parfois issus de quartiers populaires, des jeunes que nous prenons, que nous accompagnons auprès des SDF, qu'on accompagne dans des pays qui ne sont pas à risque, comme le Togo, où on essaie de leur faire découvrir avec nos propres moyens quelle est l'humanitaire, quelle est cette alternative pacifique, quel est ce combat que nous proposons au service de nécessiteux, de personnes vulnérables, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo, que ce soit en Tanzanie, ou que ce soit en tout cas pour le moment, bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, dans des pays qui ne sont pas à risque. Bien avant ça, vous comprendrez, je pense que le climat était bien avant crispé, puisque je suis sommé de m'expliquer sur quelque chose qui est plus risible qu'autre chose, et qui m'a valu à l'heure d'aujourd'hui d'être taxé comme étant un sexiste, c'est de réduire la femme et le débat de la femme et de la valeur que nous pouvons donner à la femme à juste une poignée de main. J'ai juste envie de poser une question, bien évidemment, à certains politiques qui se sont agités sur la question et qui m'ont taxé de sexiste. Et je vous serais vraiment reconnaissant de répondre, non pas à moi, puisque je suis sûrement une personne insignifiante, mais à ces médias. Lorsque le chef de l'État, lorsque le président de la France décide d'accueillir sur le territoire français et qu'il se fait porte-parole et qu'il se fait représentant des valeurs de la République, et qu'il accueille la vice-présidente d'Iran, et que la vice-présidente d'Iran décline et ne veut pas lui serrer la main, et qu'il accepte de ne pas lui serrer la main, est-ce qu'à ce moment-là, François Hollande est un sexiste, ou est-ce que François Hollande, à ce moment-là, est une personne qui décide de rester respectueux vis-à-vis d'une femme qu'il considère comme ainsi? Alors, mesdames et messieurs les politiques, qui vous êtes agités sur la question, qui êtes porteurs des valeurs républicaines qui vous animent, les droits de l'homme et du citoyen garantissent qu'aucun individu ne peut être inquiété de ses convictions, de ce qu'il pense, dans la mesure où ce n'est pas une atteinte aux libertés. Et je pars du principe que je ne force aucune femme à m'embrasser ou à me serrer la main. Bien au contraire, je reste respectueux et je demande bien évidemment, j'en appelle au principe de la tolérance, à ce qu'on puisse respecter ma conviction. Étrange est cette laïcité. Cette laïcité où on nous somme de garder notre religion dans une sphère qui est privée et qui pourtant, lorsque je viens sur un plateau TV, alors que je ne suis même pas théoriquement venu pour m'expliquer sur des questions et sur des faits religieux, puisque je ne suis pas un théologien, on me somme de m'expliquer et d'exposer mes convictions religieuses. Je n'ai pas vécu une interview, j'ai vécu un interrogatoire
puisque j'ai dû répondre de près de 4 chefs d'inculpation, en tout cas de ce qui m'a été présenté comme chef d'inculpation. J'étais sur le banc des accusés et on m'a sommé de répondre « Monsieur, s'il vous plaît, répondez. Répondez à la question oui ou non ». Et d'ailleurs, j'ai dû répondre aussi à des chefs d'inculpation et me faire porte-parole de ces femmes qui n'avaient pas forcément envie d'être filmées. Et d'ailleurs, c'est très malhonnête puisque Canal+ n'a pas mentionné, du moins Valentine Auberti, qui pourtant était au courant, n'avait pas mentionné qu'il y avait deux hommes qui ne voulaient pas figurer dans le reportage. Et ça, par contre, en l'occurrence, ça n'a pas été mentionné. On a préféré, bien évidemment, prendre ce qui se vendait le plus, le fantasme de la femme qui était couverte. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé, ça a été coupé lors du reportage. J'ai expliqué à Ali Badou que mon travail n'était pas de jeter des draps sur des femmes et puis de les couvrir. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Nous avons des bénévoles qui ne portent pas forcément le voile. Nous avons des bénévoles qui ne sont pas de confession musulmane. Nous avons des donatrices ou des donateurs qui ne sont pas de confession musulmane et qui se sont manifestés avec des convictions diverses et variées et que nous ne sommes pas permis en tout cas de juger. Ce n'est pas l'objet de notre organisation humanitaire. Mesdames et messieurs, je pense que vous l'aurez compris, tout cela n'est qu'une véritable mascarade médiatique et d'ailleurs, le sujet a beaucoup plus intéressé les médias puisqu'en 24 heures, il y a près de 50 à 70 articles qui ont été faits sur des propos, ma pensée, sur ce que je pourrais penser, sur mes ambiguïtés, sur mes positions. Des articles encore beaucoup plus longs que ce que j'ai pu dire, beaucoup plus longs que le temps de parole qu'on m'a accordé. Et donc ça montre que manifestement, intellectuellement, je juge que ce n'est pas correct. Et je pense qu'il aurait été plus judicieux et plus important que de rappeler le cas d'un ressortissant français qui est arrêté et qui est détenu au Bangladesh. Ça fait maintenant depuis plus d'un mois. Alors, mesdames et messieurs les politiques, je vous le dis comme je le pense, s'il vous plaît, gardez votre énergie. Gardez votre énergie pour pouvoir défendre un ressortissant français. Maintenant que j'ai expliqué mes convictions, je vous demande s'il vous plaît de garder votre énergie. Gardez votre force. Gardez votre force pour l'humanitaire. Cet humanitaire, Moussa, qui a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions, qui a plaidé pour les Rohingyas, qui a plaidé pour des hommes et des femmes qui ont été martyrisés, qui selon un rapport, je vous le rappelle, un rapport de l'ONU, reste la communauté la plus persécutée au monde. Cet humanitaire qui est incarcéré, qui est détenu dans les conditions les plus terribles, dans des conditions qui sont inhumaines, des conditions qu'il lui-même a rappelées. Il a rappelé qu'il était avec 40 co-détenus. Il a rappelé qu'il a été arrêté et que pourtant, malgré qu'un magistrat bangladais avait exigé sa libération, ça a été vulgairement raturé. Je pense qu'effectivement, les politiques devraient s'interpeller. Je pense effectivement que les politiques devraient s'énerver. Alors je vous demande de rester équitable. Je vous demande de rester équitable et de défendre un ressortissant français, s'il vous plaît, de vous agiter comme vous l'avez fait pour défendre un ressortissant français, pour taper du poing sur la table et pour exiger la libération d'un humanitaire qui a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Et d'arrêter cette mascarade médiatique et de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Moussa est un humanitaire qui a plaidé pour les Rohingyas de la Birmanie. Et ces Rohingyas qui ont fui massacre, violence, brutalité, viol, et ces femmes qui ont été contraintes à l'esclavage sexuel en Thaïlande. Alors gardez votre force, mesdames et messieurs les députés. Gardez votre force, mesdames et messieurs les politiques. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous prononcer sur la question et d'arrêter toute cette mascarade médiatique, de garder votre force, de vous recentrer, de recadrer le débat et de savoir s'il est normal qu'un ressortissant français puisse rester dans le silence le plus absolu. Demandez de manière immédiate et aussi courageuse que vous le faites, puisque vous défendez la femme en France. Défendez, s'il vous plaît, maintenant la femme en Birmanie. Puisque là-bas, maintenant je vous le tiens, je vous donne peut-être une exclusivité puisque vous ne le savez pas, mais j'utilise maintenant de cette opportunité puisque je suis un homme qui est politisé et un homme maintenant qui est médiatisé. Il y a des femmes en Birmanie, au Bangladesh, qui sont victimes de violences sexuelles. Et Moussa a essayé de rapporter ces témoignages bouleversants pour essayer de faire comprendre que la situation là-bas est littéralement dramatique. Et puis bien évidemment, je termine par remercier toutes ces personnes qui m'ont suivi, qui n'ont jamais douté de mes intentions, qui n'ont jamais douté des actions que j'ai pu faire. Je tiens quand même à remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu en cette période, malgré tous les articles qui sont sortis,
Malgré tous les articles qui sont sortis, je remercie sincèrement du fond du cœur ces fidèles personnes. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les 430 000 signatures pour exiger la libération de Moussa lorsque certains politiques se sont tus. Merci d'avoir exigé une libération. Merci d'avoir été solidaire. Merci pour le fait de ne jamais avoir douté de notre organisation humanitaire. Merci aussi d'avoir... pour certains donateurs d'avoir financé des infrastructures qui apportent le bonheur en Afrique ou dans des pays où le besoin se fait ressentir. Et je vous demande par honnêteté intellectuelle à ces hommes et ces femmes de confession musulmane ou pas de partager cette vidéo. Puisque c'est ma vérité. Si vous êtes des partisans de la vérité, je vous demande de partager ce que je considère comme étant ma vérité. Et puis chacun pourra se faire son opinion de savoir si je suis un homme coupable d'un délit d'opinion ou coupable de mes pensées ou de mes convictions ou de ce que je suis. Nous n'avons pas attendu que les médias ou que les politiques puissent réagir. Vous vous êtes manifesté en tant que signataire et pour cela, je vous en remercie. Encore merci et je vous dis à très bientôt.